et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette année, j'ai choisi de refaire le challenge de Mr. Kev qui va nous occuper du 1er juin au 31 août. Et vous devez certainement connaître la petite ritournelle puisqu'il s'agit d'avoir des menus, dans chaque menu des catégories et pour chaque catégorie des mots-clés où vous pouvez piocher où vous voulez, histoire de faire une petite pile à lire saisonnière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quand même quelques petites choses à vous partager. La vidéo de Mr. Kev sera bien évidemment en description. Bien sûr, il y aura un article avec cette vidéo, pas forcément le jour même où cette vidéo sortira, mais je compte aux alentours du 20 juin sortir un article sur mon blog, histoire non seulement de faire un petit récapitulatif de la pile à lire, évidemment, mais pas que, puisque je vais également y mettre la pile à mots, donc c'est-à-dire tout ce qui va un petit peu accompagner, enrober cet été. Ça peut être des activités, de la musique, des films, des séries. Donc à défaut de pouvoir vous mettre le lien de l'article dans la description, je ferai certainement un post dans l'onglet communauté, histoire que vous puissiez faire un petit tour si ça vous intéresse. Bien sûr, cette vidéo est chapitrée et vous retrouverez dans la description non seulement le chapitrage, mais aussi la liste des livres dont je vous ai parlé. Cette pile à lire, je l'ai organisée autour de plusieurs axes. Il y a évidemment ma pile à lire, donc ma bibliothèque, donc des livres papier physiques, mais pas que. J'ai également regardé du côté de Spotify, les livres audio, et du côté de ma très nombreuse pile à lire d'e-book. C'est vrai que je ne pense pas vraiment aux livres numériques qui sont entassés dans cet ordinateur portable, parce que j'ai un peu de mal avec la lecture numérique, je dois bien l'avouer. Et je ne les ai pas renseignés en fait sur Livre Addict, donc j'y pense pas. Clairement, j'y pense pas. Néanmoins, je me suis dit que peut-être qu'il était temps d'inverser la vapeur et de profiter déjà de l'été, histoire d'en déstocker quelques-uns. Dernier axe de cette pile à lire, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est comme son nom l'indique, des surprises. Cadeau d'anniversaire, puisqu'on approche de mon anniversaire, ça peut être des masques Babelio, ça peut être également des livres empruntés à la médiathèque. Donc la pile à lire, cette vidéo est une sorte de photographie au 6 juin, mais il y a de très fortes chances pour que ça bouge. Et maintenant, il est grand temps de commencer cette pile à lire. Le tout premier menu s'intitule La mer qui accompagne le soleil. La première catégorie s'intitule Emporté par les vagues et il faut lire un page-turner ou un livre qui parle de lutte ou encore de féminisme. Et je vous propose de réunir les 3 mots-clés en une seule lecture. Le deuxième opus, celui qui suit Noblesse oblige, je vous présente Liberté oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. Je ne vais pas faire l'affront de vous lire le résumé de ce deuxième tome parce que vraiment ça gâcherait tout l'intérêt de lire Noblesse oblige et c'est un de mes gros coups de cœur de l'année précédente tellement je l'ai trouvé impactant, marquant. Je m'attendais à une lecture un peu dans le même style que la sélection de Kerakas et en fait c'est carrément pas la même ambiance. Clairement, c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. On n'est pas dans une romance cosy, doudou, réconfortante. On est sur des choses bien matures, bien violentes et très percutantes, je dois dire, avec beaucoup de sororité. Et je trouve que l'aspect page-turner, lutte et féminisme, ça marche autant pour Noblesse oblige que pour celui-ci. Et au vu du résumé, vu que c'est la suite directe du premier, je pense qu'on va retrouver cette même recette et que je vais, même s'il est plus épais que le premier, je vais probablement le dévorer en très peu de temps. Et si vous voulez un pitch assez rapido sur Noblesse oblige, on y rencontre Gabrielle qui vit dans une France où la Révolution française n'a pas abouti. Par conséquent, la monarchie est toujours debout et on est sous le règne de Louis XXI. Secrètement, Gabrielle, elle est anti-royaliste et elle est approchée par les rebelles, une espèce de faction qui veut absolument destituer la monarchie, renverser le roi en place et prôner pour la liberté, voire la démocratie. Le petit truc, c'est que Gabrielle est choisie, élue pour être
des participantes de Noblesse Oblige. Noblesse Oblige, c'est une émission de télé-réalité dans laquelle des jeunes filles vont rencontrer des prétendants, tous issus des classes aisées, donc ça peut être monarchie, ça peut être aristocratie, ça peut être bourgeoisie, mais clairement le but c'est d'essayer de faire de très beaux mariages. Et au sein de cette télé-réalité, Gabrielle va, trouver la forme idéale pour enquêter, fouiner, farfouiller, découvrir des secrets percés, des mystères enfouis, bien cachés sous le vernis de la couronne et de la cour. Et bien évidemment, ce qu'elle va découvrir va se révéler être explosif. Manifestement, le deuxième opus est dit comme étant tout aussi surprenant, réjouissant et intense que le premier. Une héroïne forte et lucide dans une uchronie très bien maîtrisée où les rebondissements nous surprennent et nous tiennent en haleine jusqu'au bout. C'est tout ce que je vais pouvoir vous dire sur ce petit bijou qui me tarde absolument de lire vu à quel point j'ai kiffé le premier. Prochaine catégorie, le sel sur les lèvres. Et il faut trouver un livre qui nous parle de romance, de passion ou qui se passe durant l'été. J'ai choisi de me tourner vers un livre audio disponible sur Spotify et il s'agit du premier tome de Better Than the Movies de Lynn Painter. Vous pouvez retrouver l'édition papier aux éditions Comet et vous avez l'édition audio qui, lui, est fait par Audiolib. Et pour la petite histoire, on va suivre Lix Bugsbaum qui est une incurable romantique, rom-com, roman à l'eau de rose, la font vibrer et elle attend avec impatience le jour où ce sera son tour de vivre la parfaite histoire d'amour. Mais à l'approche du bal de promo, Liz désespère de rencontrer son prince charmant. Alors lorsque Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier, Liz est convaincue que c'est un signe du destin et compte bien saisir sa chance. Mais le destin semble s'amuser et la jeter dans les bras d'un autre garçon, Wes Bennett, son voisin et ennemi de toujours. Et malgré l'avertissement de sa mère de ne jamais, au grand jamais, tomber amoureuse du bad boy, Liz se surprend à apprécier de plus en plus de passer du temps avec lui. Se pourrait-il que le happily ever after dont elle a toujours rêvé soit sur le point de changer du tout au tout? Au résumé, clairement, je ne me serais pas tournée vers ce livre. Vous savez à quel point j'ai parfois du mal avec tout ce qui est contemporain et romance. Mais manifestement, au vu des retours que j'ai eus, il semblerait qu'on soit sur un roman très intéressant puisqu'il use de tous les clichés, de tous les codes des rom-coms et des romances pour s'en amuser, s'en départir, sembler jouer avec beaucoup de références et de clins d'œil, d'hommages. Enfin, manifestement, le roman est très bien écrit et pensé, la romance est très chouette. J'avais un petit peu peur du fait que Wes Bennett et Lix Bugsbaum n'ont pas l'air de bien s'entendre, ça a l'air d'être un enemies to lovers. J'avais un peu peur de ça parce que c'est vraiment pas une trope qui me passionne de prime abord. Mais il est bien noté, il y a de très bons retours, ça a l'air très drôle et émouvant. Il a l'air sympa et je me suis dit en livre audio, ça devrait être intéressant comme expérience de lecture. Troisième catégorie, les mots écrits dans le sable mouillé. Il faut donc choisir un roman qui fait pleurer, un roman de plage ou encore un livre issu de la littérature jeunesse. Je me suis donc tournée vers tout ce qui est e-book et là j'ai trouvé ce qui me tentait le plus, à savoir Miss Dumpling de Julie Murphy. Si vous cherchez une version papier, c'est disponible chez Michel Lafon en grand format comme en poche. Willowdene est ronde et alors, pas besoin d'être super slim pour s'assumer. Jusqu'au jour où elle rencontre Beau, qui porte un peu trop bien son nom et ne tarde pas à lui voler un baiser. Mais peut-il vraiment l'aimer? On lui a tellement dit que les filles comme elle ne sont que des seconds rôles. Un seul moyen de retrouver la confiance en elle, faire la chose la plus inimaginable qui soit, s'inscrire au concours de beauté local présidé par sa propre mère, ex-Miss au corps filiforme. Entraînant dans son sillage tout un groupe de candidates hors normes, Will va prouver au monde entier, et surtout à elle-même, qu'elle aussi a sa place sous les projecteurs. Ce livre, je l'ai découvert à sa sortie, aux alentours de 2016-2017, et il me tentait bien. Je trouvais le
pitch, le résumé intéressant, il y avait des bons retours sans que ce soit non plus dithyrambique, et l'e-book est resté à dormir tranquillement dans mon ordinateur, puisqu'entre temps j'ai découvert l'adaptation sur Netflix en film. Le film était cool, était très sympa, mais je vous avoue que l'ayant vu, j'avais pas forcément envie de me plonger dans le roman illico presto. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé de côté, l'e-book, et je l'ai laissé de côté suffisamment de temps pour ne pas avoir beaucoup de souvenirs du film, et donc me dire que redécouvrir l'histoire pourrait être assez sympa. On est donc sur un contemporain young adulte, donc ça respecte le côté littérature jeunesse. On est sur un roman qui est plutôt sympathique et accessible, agréable à lire, d'où le fait roman de plage à mes yeux, évidemment à mes yeux. Et en plus de ça, je trouve que on a ces thématiques d'aborder qui sont assez intéressantes, qui sont impactantes aussi d'un point de vue diversité corporelle. Donc je me dis que on a peut-être cette part d'émotion, peut-être pas qui fera pleurer comme livre, mais on a quand même une petite pointe d'émotion. Deuxième menu de ce challenge, envie sucrée pour un été. La première catégorie s'intitule Étal des saveurs givrées. Et donc les mots-clés sont diversité, inclusion, roman choral ou encore un livre au choix. Je crois que lors du dernier book haul que j'ai fait sur la chaîne, je vous avais parlé de 2 livres que je gardais bien au frais pour cet été. Et il est temps de vous représenter l'un d'eux. Il s'agit de Reine de l'Ouest d'H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Reine de l'Ouest, un western dont vous êtes l'héroïne. On est à Boston en 1892 où on incarne Miss Jones, qui est une jeune fille de bonne famille, curieuse et large d'esprit, mais qui refuse clairement le mariage pour ne rêver que d'indépendance et d'aventure dans le Grand Ouest. Et donc le résumé nous parle de faussaires charmeurs, de hors-la-loi-rugueux, de lupanards, de major poivre et sel, d'héritières en fleurs et d'autres rencontres fascinantes qui nous permettront de nous mettre joyeusement dans le pétrin. Est-ce qu'on va finir institutrice, chercheuse d'or, infirmière, trappeuse, épouse respectable ou même reine de l'Ouest? Dans tous les cas, vous resterez vous-même brillante, drôle et libre. Je vous avais dit que j'adorais le concept des livres dont on est le héros et je suis trop refaite qu'il y ait un livre dont on est l'héroïne, qui plus est un western, et je trouve que le western ça sent parfaitement pour l'été. Et au vu de ce qui est marqué en quatrième de couverture ou même des premiers retours que j'ai eus sur ce livre, je pense qu'on a affaire à une odyssée percutante, drôle, explosive, originale, ce qu'il faut de spicy, avec quelque chose de très résolument féministe. De ce fait, je suis impatiente de mettre mon nez dedans et de faire au moins une première aventure. Je sais pas si cet été j'aurai le temps d'en faire d'autres, mais au moins d'en profiter un maximum pour cette première lecture parce que je pense que je vais passer un très bon moment avec. Deuxième catégorie, granité sous les cocotiers. Et les mots-clés sont feel good, zone de confort, petit livre. J'enchaîne donc avec le deuxième livre que je vous avais parlé de ce book haul. Il s'agit des Carnets de cerises, le tome 6, la parenthèse d'oubli. La bande dessinée, on la doit à Joris Chamblin et Aurélie Néré, et c'est disponible aux éditions Oxymore. Les Carnets de cerises, c'est l'histoire de Cerise, qui est une petite fille puis une adolescente qui adore écrire des histoires, qui rêve de devenir écrivaine. Et en attendant, elle aime fouiner dans les secrets des personnes qui ont capté son attention. Évidemment, elle n'est pas toute seule, il y a ses meilleures amies, elle a aussi une ancienne institutrice qu'elle aime beaucoup, à qui elle aime demander aussi des conseils puisque cette institutrice est aussi autrice. Et au-delà de ces petites enquêtes que Cerise mène, il y a le fil rouge autour de la famille, puisque Cerise a perdu très jeune son père, que ça l'a marqué. Et donc on a aussi cette histoire avec sa mère, avec son père, avec voilà, ses propres secrets, son propre passé à affronter. Donc je trouve que Les Carnets de Cerise, c'est une excellente saga de bande dessinée jeunesse, extrêmement touchante. Et je trouve en plus de ça que la bande dessinée met en valeur le monde du livre dans sa globalité, que ce soit l'aspect carnet, l'écriture, l'illustration, que ce soit
les métiers du livre avec de très belles planches illustrées encre, aquarelle et des textes qui sont toujours impactants, qui sont riches en émotions, qui sont doux. Un régal de bout en bout et un tome surprise que je n'attendais pas. Pour moi, les carnets de cerises étaient terminés et c'est une énorme joie d'avoir vu en décembre ce nouveau cycle sortir. Je ne sais pas sur combien de tomes il est prévu, je ne sais pas sur combien d'années ça va nous accompagner, mais quoi qu'il en soit, ce 6e tome, la parenthèse d'oubli, il est parfait, il respire, il sent bon l'été, rien qu'à sa couverture, un brin tropical. Ainsi, il coche toutes les cases feel good, zone de confort et petit livre. Troisième et dernière catégorie, la crème glacée sur le marché. Et là, les mots-clés sont livres populaires, nouveautés, plaisir. Et on va commencer avec ma lecture en cours qui est le résultat d'une masse critique Babelio, donc un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Michel Lafon et qui est un partenariat non rémunéré, je précise. Voici donc Capitana de Cassandra James. Pour la faire courte, notre héroïne qui est Ximena ou Jimena, je ne suis pas sûre de la prononciation, qui est considérée comme la meilleure chasseuse de pirates de tous les temps et qui a pour mission de rétablir l'honneur de sa famille. Quand Gasparilla, le plus cruel des pirates, attaque la capitale et prend la reine en otage, la jeune femme doit prouver qu'elle mérite de faire partie de l'élite. Lancée à l'assaut des mers, saura-t-elle affronter les fantômes de son passé et triompher du terrible capitaine? On est là sur un récit de pure aventure young adulte, fantasy slash piraterie, qui est grandement inspiré de l'Amérique latine du XVIIIe siècle. Pour le moment, j'ai lu une centaine de pages sur les 380. Je n'en dirai pas plus, je garde mon avis soit pour un update lecture, soit pour mon blog, soit pour le bilan de l'été. En attendant, je trouve que la couverture est superbe et je ne l'ai pas sélectionné au hasard dans la masse critique. Non seulement c'est une nouveauté puisque c'est un livre de 2025, mais c'est surtout un genre que j'affectionne énormément, à savoir tout ce qui est récit KPDP d'aventure ou de piraterie. Ainsi, je compile nouveautés et plaisir à travers ce livre et ma foi, j'espère que je passerai un très bon moment avec. Et comme je vous ai dit, j'aime tout ce qui est roman de piraterie, d'aventure et de voyage d'exploration, de chasse au trésor. C'est vraiment, j'allais dire, mon péché mignon en termes d'écriture et même de lecture. Ainsi, j'ai choisi un deuxième livre pour rentrer dans cette catégorie, un livre audio qui plus est. Il s'agit du premier tome, La fille du roi pirate, de Tricia Levenseller. Un livre que vous pouvez trouver en version papier dans la collection Stardust des éditions Hugo et compagnie, et que vous pouvez retrouver pareil dans la collection poche Stardust, donc disponible dans la même maison d'édition Hugo et compagnie. Et l'audiobook lui est disponible aux éditions Telem. La petite histoire, on suit Alosa qui est la fille de Caligan, roi pirate qui règne et terrorise les mers. Son père décide de l'envoyer en mission pour enfin mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa accepte de se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant ainsi la possibilité d'infiltrer leur navire. Très vite, son plus grand obstacle devient son ravisseur Raiden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Clairement, on est là sur un roman de young adulte, de fantasy, piraterie, je vous l'ai dit, mais je pense au vu du résumé, qu'on est clairement dans de la romantaisie. Peut-être, peut-être pas, peut-être que la romance prend peu de place, peut-être qu'elle prend toute la place. Peu importe, je suis quand même très curieuse de découvrir ce titre depuis sa sortie en grand format. En poche, il continue de m'intriguer, de me murmurer, de tenter l'expérience. Je me dis qu'avec le livre audio, je pourrais toujours faire des petites choses à côté, du coloriage ou autre, pendant l'expérience audio. Donc je suis plutôt curieuse. Les avis sont moyens sur Livre Addict. De toute façon, que j'aime ou non, j'ai quand même envie de découvrir cette histoire.
a fini 2 menus sur les 4 et on va enchaîner avec le troisième, Mystère des nuits chaudes. Première catégorie s'intitule Les grillons chantent nos secrets. Et en termes de mots-clés, on est sur animaux, thriller ou encore mystère. Et je me suis tournée du côté des e-books avec un thriller. Là aussi, c'est un peu... ça me sort des sentiers battus parce que clairement, les thrillers, ça fait belle lurette que je n'en ai pas lu. C'est pas faute de noter des titres qui ont l'air intéressants ou de noter des auteurs ou encore des autrices qui manifestement percutent le paysage éditorial sur thriller, mais rien n'y fait. J'ai vraiment du mal avec les thrillers. Si encore le polar, j'arrive à me raccrocher à du cozy mystery ou des Agatha Christie ou des Arsène Lupin, j'avoue que le thriller, il y a tout le côté un peu gore, un peu trash, un peu violent, voire surviolent, qui me tente pas des masses. Donc voilà, je sais pas tellement comment ni où, à quel moment je vais me décider de lire ce livre, et je ne sais pas si je le ferai. Si je ne le lis pas, c'est pas bien grave dans le sens où j'ai le Joker pour switcher avec, puisque j'ai emprunté à la médiathèque La Longue Marche des Dindes de Kathleen Carr aux éditions L'École des loisirs, et j'avais énormément aimé l'adaptation en bande dessinée de Léonie Bischoff, donc pour animaux on est dedans, donc clairement au pire du pire, si je ne lis pas celui dont je vais vous parler, j'ai un Joker qui fera parfaitement le café. Le livre en question s'intitule Et Dieu se leva du pied gauche d'Oren Miller aux éditions L'Homme sans nom. Après avoir avoué à sa femme qu'il avait toujours détesté le thé, Ambroise Perrin se défenestre sous les yeux médusés des personnes présentes. Dans un palace vénitien, Louise Duval se réveille d'une soirée de gala et découvre que 7 de ses collègues sont morts au même moment dans leur lit de cause inexpliquée. Rien ne lie ces deux affaires si ce n'est leur mystère. C'est assez pour intéresser Évariste Fauconnier, enquêteur émérite spécialisé dans les affaires que personne ne peut résoudre. Entre crime en série et esprit diabolique, le fin limier va devoir dénouer les fils d'une gigantesque toile qui risque bien d'avaler son âme autant que sa raison. En gros, c'est un e-book que j'ai eu durant les confinements, déconfinements, ces fameuses box littéraires qu'on envoyait avec 5 à 6 e-books à l'intérieur, et clairement, j'avoue que je suis intriguée tout de même par cette histoire. On a ces histoires qui sont déconnectées les unes des autres et qui pourtant, au fond du fond, ont un lien, mais à voir ce que c'est comme lien exactement. Il y a également le nom du personnage principal, Évariste Fauconnier, qui est très atypique, et le fait que ce soit un enquêteur spécialisé dans les affaires que personne ne veut ou que personne ne souhaite s'occuper. Donc, je sais pas. Dans le résumé, il y a des éléments clés, des points qui attisent ma curiosité, mais je vous ai dit, le thriller c'est compliqué, donc ma foi, peut-être que je me calerai un soir où le lire. Donc je suis curieuse, si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez vraiment pas à en parler en commentaire, parce que je serais contente d'avoir d'autres sons de cloche et d'autres avis. En attendant, malgré le fait que ce soit le 3e tome d'une saga, manifestement chaque tome peut se lire indépendamment les uns des autres, donc je pense pas avoir besoin d'avoir les précédents pour entamer celui-ci. Catégorie suivante, rêver sous les constellations. Les mots-clés sont fantaisie, fantastique, espace et ambition. J'ai 2 livres à vous présenter, un de fantaisie et un de science-fiction. On va commencer par celui de science-fiction puisque c'est un livre papier. Il s'agit de L'espace d'un an de Becky Chambers, le premier tome de sa saga Les Voyageurs, et c'est édité au livre de poche. Et si vous cherchez le grand format, il est édité chez La Talente. Ici, on est sur Rosemary, qui est une jeune humaine inexpérimentée qui fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est alors engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Elle y apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie, des reptiles, des amphibiens et plus étrange encore, d'autres humains.
La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Il y a également le médecin et cuistot qui occupe ses 6 mains-pieds à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Il y a également le capitaine humain pacifiste qui aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat, ou encore l'IA du bord, hésitant à se transférer dans un corps de chair et de sang. Becky Chambers, au-delà de la science-fiction, on est sur de la cosy SF, mais surtout sur tout ce qui est un petit peu, j'allais dire solarpunk ou pop-punk, c'est-à-dire qu'elle dépeint des avenirs science-fiction un peu plus optimistes, moins angoissants et anxiogènes, moins négatifs, moins dans la dystopie ou dans l'horreur. On est donc là sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais aussi de beaucoup plus humain, de beaucoup plus chargé en émotions. Je suis très curieuse vis-à-vis de ce titre parce que Becky Chambers, j'ai adoré Une histoire de moine et de robot, j'ai adoré Apprenti par bonheur. C'est 2 salles, 2 ambiances, donc c'est 2 romans, mais c'est toujours de très petits livres qui font moins de 150 pages facile. Donc concrètement là on est carrément sur une saga à plusieurs tomes, je crois 4 ou 5 tomes, et on est donc sur un univers beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé, sur certainement des personnages auxquels il faut mettre plusieurs strates ou couches d'émotions et de personnalité, de travail en termes de relationnel. Je suis donc méga curieuse de voir comment, après Histoire de moine et de robot et Apprenti par bonheur que j'ai bien aimé, comment elle arrive dans des très courts récits, parce que ces 2 récits dont je viens de vous citer les noms sont très courts, moins de 180 pages, donc je suis curieuse de voir comment ces petits récits, elle arrive à les transposer sur quelque chose de beaucoup plus étoffé, puisque là, on est quand même sur une belle briquette, et que c'est le tome 1, et je crois qu'il y en a 4 ou 5, donc ma foi, je suis vraiment curieuse et j'ai très hâte de me plonger dedans, surtout qu'il y a de bons échos, de très bons avis dessus. Et pour terminer, ce récit, que ce soit dans le titre, la couverture ou dans le genre littéraire, on est clairement dans l'espace. Toujours dans cette même catégorie, mais cette fois on se tourne carrément dans la fantasy. Premier tome d'une série qui, là aussi, vient des éditions La Talente de base. Pas fait exprès d'ailleurs sur ce choix, mais c'est une série qui me tente depuis moult années, depuis que j'ai vu la couverture et sa sortie grand format, et je n'ai jamais craqué. Pourtant, j'ai quand même reçu le livre numérique avec ces fameuses box littéraires dont je vous parlais plus tôt. Il s'agit de Mémoires par Lady Trent, tome 1, une histoire naturelle des dragons de Marie Brennan. Soyez avertis, chers lecteurs, les volumes de cette série contiendront des montagnes gelées, des marées fétides, des étrangers hostiles, des compatriotes hostiles et à l'occasion des membres de ma famille hostiles, de mauvaises décisions, des mésaventures géographiques, des maladies dépourvues d'attrait romantique et une abondance de boue. Vous poursuivrez votre lecture à vos risques et périls. Les mémoires de Lady Trent, mises en scène par Marie Brennan, racontent la vie et les recherches d'Isabelle Trent, naturaliste mondialement connue et désormais vieille dame, dont l'esprit et le style empreints d'humour s'avèrent sans pitié pour les imbéciles. Dans ce premier volume, Isabelle, petite fille puis jeune femme, brave les conventions de sa classe et de son temps pour satisfaire sa curiosité scientifique et accompagner son mari lors d'une expédition à la recherche des dragons de Vistralie. Le résumé me tente énormément. J'aime beaucoup ce côté voyage, aventure à travers des terres un peu imaginaires pour aller sur quelque chose d'un poil plus academia qui sonne naturel, scientifique, érudit, même si c'est sur des dragons. Mais le mélange des genres, cet aspect un peu carnet, mémoire, avec le ton très sarcastique et assez grinçant de Lady Trent. Et puis quelque part, ça me rappelle énormément un autre titre que je rêve de lire depuis X temps. Il s'agit d'Emily Wilde. Donc il y a de très fortes chances pour que cette lecture me plaise, donc j'espère passer un bon moment avec.
La dernière catégorie s'intitule Reflet de lune sur le noir. Et on est sur polar, drame et introspection. Et on continue de voguer sur les eaux des livres numériques que j'aimerais lire avec Le Grand Hôtel Babylone d'Arnold Bennett aux éditions 10-18 si vous le cherchez en format poche. Et pour la version que j'ai, c'est aux éditions Les Moutons Électriques. La réceptionniste disparaît, le maître d'hôtel démissionne, un jeune diplomate est trouvé mort et son corps est subtilisé. Et que devient donc le prince Eugène qui devait descendre au Grand Hôtel Babylone et dont personne n'a de nouvelles? Les énigmes s'accumulent et des machinations internationales semblent sourdir dans les corridors chics du palace. On est là sur un roman policier adulte qui n'a pas forcément des bons avis sur Livre Addict, mais qui là encore, ça faisait partie de ces e-books que j'avais reçus lors de différents confinements, et je me dis que ça fait quand même 5 ans maintenant qu'il traîne sur mon ordinateur, que peut-être qu'il est grand temps de le sortir. Et je trouvais que de tous les polars que j'avais eus durant ces différentes boxes littéraires, je trouvais que celui-ci tirait son épingle du jeu en raison de ce côté un petit peu improbable de ces coïncidences qui certainement ont une raison parfaitement expliquée dans le roman, me direz-vous. Le grand hôtel, le côté palace, le côté meurtre, le côté enquête, voilà. Je suppose que le cadre m'a interpellée également, donc je ne sais pas si je vais le lire, mais en tout cas il me fait très envie. On va donc passer au dernier menu qui concentre à lui tout seul, je crois, 6 livres à vous présenter, donc on va y aller tout de suite. Et ce 4e menu s'intitule Plus qu'une carte postale. Première catégorie, c'est un grain de sable oublié. On est là sur une relecture, sur un livre qui parle de vacances ou encore d'imprévu. J'ai choisi la relecture et de ce fait, ça m'a amené à adjoindre le tome 2 à cette sélection. Je vais donc relire le tome 1 d'Amari de Bébé Alstom aux éditions Bayard Jeunesse, ce qui va me permettre de lire du coup et de découvrir Amari et la Ligue des Magiciens qui est le tome 2. Lui, c'est toujours Bébé Alstom, mais il est édité au livre de poche jeunesse. Mais si vous cherchez le grand format, il est également chez Bayard. Amari Peters, c'est 3 choses. Son frère Quinton a disparu, personne ne semble s'en inquiéter, la disparition de Quinton est liée à son travail. Quand elle trouve dans le placard de son frère une invitation à se rendre au mystérieux bureau des affaires surnaturelles, Amari n'hésite pas. Voilà qu'elle est reçue par un ascenseur parlant et rencontre une dragon-garou qui devine ses émotions. Dans l'espoir de retrouver son frère, Amari accepte de travailler pour le bureau, dont la mission est de réguler le monde surnaturel. Elle fait alors une découverte qui va bouleverser sa vie. Son frère était un célèbre agent chargé de traquer les magiciens. Désormais, c'est à la jeune fille de prendre la relève. On est là sur un roman jeunesse-ado qui m'a vraiment énormément plu à sa sortie parce que j'ai adoré l'héroïne qui est incroyable, qui est dynamique, qui est vraiment déterminée à mener sa quête jusqu'au bout. J'ai adoré l'univers qui fourmille de créatures, de petites trouvailles qui permettent de s'immerger dans un monde qui est à la fois très proche d'un Men in Black, sauf qu'à la place des extraterrestres et des aliens, vous avez là des créatures fantastiques. Et j'ai beaucoup aimé le ton, l'écriture. J'ai retrouvé ce qui m'avait tant plu dans La Maison Chapelier de Tamsin Merchant, mais aussi ce qui, plus tard, en fait, j'ai découvert dans les Whisper Weeks de Jordan Lees. Donc on est sur des belles aventures dynamiques qui sont bien écrites, avec des émotions, avec de bons rebondissements, un univers fouillé, des personnages auxquels on s'attache très vite. Donc de chouettes livres, de belles sagas, et il me tardait de découvrir le tome 2. Du coup, je l'ai en version poche, et comme ça fait un bout de temps que j'ai lu le premier, je vais le relire et je vais pouvoir enchaîner avec la suite. La catégorie suivante s'intitule Des rires dans les souvenirs. Les mots-clés sont nostalgie, insouciance et humour.
Pour moi, nostalgie, insouciance, ça me ramène forcément à l'enfance, et qui dit enfance dit conte. On ne part pas forcément sur une réécriture de conte, mais on est sur un univers qui joue avec les codes du conte, notamment des princesses et des princes charmants. Mais avec cette saga, on inverse totalement les stéréotypes de genre. Je parle d'Erika et les princes en détresse de Yatou, dont là j'ai le tome 3 et c'est auto-édité. J'ai eu la chance de me procurer les tomes 1 et 2 lors d'un précédent financement participatif par l'autrice et l'illustratrice, donc Yatou. J'avais adoré vraiment cet univers, cette plume très incisive avec un humour mordant. C'est coloré, c'est jovial, c'est dynamique, c'est prenant. Ça fait du bien, ça fait sourire, ça fait beaucoup rire aussi. Et j'ai adoré le pitch de base qui est l'inversion des stéréotypes de genre, où là, toute la société est occupée, tous les postes importants, toute la société est codifiée, fonctionne par les femmes et pour les femmes. Et Erika, là-dedans, elle veut absolument prendre le pouvoir, elle veut renverser sa mère et diriger le royaume. Et pour ce faire, au lieu de se marier, elle va choisir de faire une quête incroyable, celle de sauver des princes en détresse. Un tome égale une aventure égale un prince à sauver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que au-delà de l'aspect aventure, il y a énormément de thèmes qui se nichent dans les recoins, de messages, de philosophie en tout genre, qui viennent se greffer à cette histoire qui de prime abord paraissait peut-être très simple, mais j'aime beaucoup le rendu, que ce soit l'esthétique des planches qui est très chouette. Je vais juste vous montrer comme ça assez rapidos la qualité des couleurs et des expressions. On est sur une bande dessinée vraiment très sympathique, très agréable à lire aussi. Et j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le mood dans lequel ça nous plonge quand on est dedans. Il y a de très fortes chances pour que je relise les tomes 1 et 2. Et je vais m'empresser de lire le tome 3 à la suite. Et puisque j'ai participé au financement de la campagne Ulule, j'ai également le petit spin-off Erika au royaume de Raspoil. Et au titre, vous allez vous douter qu'on parle effectivement de pilosité. Donc derrière le côté conte, fantaisie, jovial, bon enfant, très mordant et drôle, on a des sous-textes, des thématiques bien plus sombres, des choses bien moins réjouissantes et surtout des sujets très contemporains, très actualités qui viennent se greffer, et moi c'est ce mélange que j'aime beaucoup dans cette saga. Et on termine avec la dernière catégorie, bracelet tressé de l'amitié. Et il faut donc trouver un titre pour aller avec les mots-clés suivants: amitié, lien, adolescence. Et je vais donc terminer sur 2 livres audio. Le premier, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Le grand format est disponible chez Sarbacane, le format poche lui est disponible en 2 éditions, soit Gallimard poche, soit J'ai lu. Et en ce qui me concerne, le livre audio, c'est chez Audible. Bien évidemment, je vais le lire à travers Spotify. À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Akima ont gagné le concours de boudin de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les 3 découvrent alors que leurs destins s'entrecroisent en une date et un lieu précis: Paris, l'Élysée, le 14 juillet. L'été des 3 boudins est donc tout tracé. Destination la fameuse garden party de l'Élysée. Et tant qu'à monter à Paris, autant le faire à vélo comme vendeuse ambulante de boudin. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que leur périple attire l'attention des médias jusqu'à ce qu'elles deviennent célèbres. Entre galères, disputes, rigolades et remises en question, les 3 filles dévalent les routes de France, dévorent ses fromages, s'invitent dans ses châteaux et ses bals au fil de leur odyssée. Clémentine Beauvais, ça fait partie de ces autrices que j'aime beaucoup, le style, l'écriture, la manière de présenter les choses. Quand j'ai découvert son ouvrage de non-fiction Écrire comme une abeille, j'ai beaucoup aimé son album jeunesse Lettres de mon hélicoptère, que j'ai trouvé très drôle et très sympathique dans son pitch. Et j'avoue, j'ai jamais lu à ce jour de roman de Clémentine Beauvais, et c'est pas faute
de mettre les romans petit à petit dans ma wishlist, mais rien n'y fait. Soit je ne les emprunte pas, soit je ne les achète pas en version poche, surtout que les poches sont plutôt sympathiques, j'avoue. Notamment ceux chez J'ai lu, je trouve la couverture magnifique. Donc je suis pas mal tentée d'enfin me lancer dans la bibliographie de Clémentine Beauvais, notamment dans les romans, et avec Les Petites Reines qui fait partie de ceux qui me tentent le plus parce que je trouve le pitch intéressant, parce que j'aime beaucoup le côté road trip qui est parfait pour l'été, parce que ça se passe durant l'été, parce qu'on a une belle histoire d'amitié, d'adolescence et de lien à travers ce périple, et parce que la thématique de l'obésité, du surpoids et du regard des autres à ce sujet est forcément très intéressant à avoir. Donc je suis très contente de pouvoir l'avoir sur Spotify et de m'y plonger dès que j'aurai fini celui que j'ai en cours. Mais ça, celui que j'ai en cours, je vous en parle maintenant, juste là. Parce que oui, le deuxième livre audio que j'ai commencé courant mai et qu'il faut absolument que je termine, c'est Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie. C'est un roman qu'on doit à Raphaël Giordano. L'audiobook est disponible aux éditions Lizzie, même si je l'écoute à travers Spotify. Si vous cherchez le grand format, c'est aux éditions Plomb, et si vous cherchez un livre de poche, c'est aux éditions Pocket. Le résumé est très long, vraiment très long. Je vais essayer de le pitcher rapidos. On a affaire à Joy qui a 34 ans et 20 ans dans son corps et 100 ans dans sa tête. En fait, manifestement, elle est un peu prise dans ce schéma métro-boulot-dodo, mais surtout dans un métier, dans un univers qui la pousse inlassablement à la pression, à produire plus, toujours plus. On est apparemment dans une agence de celebrity marketing qui connecte des talents VIP avec de grandes marques pour les auréoler de prestige. Donc c'est full pression tout le temps. Mais en plus de tout ce qu'elle doit déjà faire à son travail, on lui colle l'organisation d'une petite fiesta censée célébrer l'anniversaire de l'entreprise. Et donc Joy va essayer de chercher quelque chose qui pourrait convenir à cette grande soirée. Et c'est là qu'elle va faire la connaissance de Benjamin et de sa joyeuse petite troupe. Ils ont un mois pour relever le défi et leur rencontre va bouleverser Joy dans ses certitudes et lentement lui faire ouvrir les yeux, notamment sur sa surconsommation d'applications de détente et d'organisation pour optimiser son temps dans les moindres détails. Pour l'instant, j'en ai écouté 1 heure, donc voilà, c'est trop peu sur les 6 heures pour vous donner un rendu à mi-parcours. C'est comme pour le livre Capitana, je ne m'avancerai pas là-dessus. En tout cas, j'ai envie de profiter des livres audio pour aller sur des univers ou des genres que j'ai pas l'habitude d'explorer. Ça peut être la romance, la romantaisie, le contemporain, mais aussi la littérature générale, ce qui est le cas. Raphaël Giordano, j'en ai souvent entendu parler, mais je n'ai jamais lu le moindre de ses récits. Mais je pense aussi à d'autres auteurs, autrices comme Marc Lévy, ça peut être Guillaume Musso, Joël Dicker, ça peut être Virginie Grimaldi aussi. Voilà, il y a beaucoup de titres que j'ai mis de côté sur Spotify, je ne sais pas si je les lirai ou non. En tout cas, le titre comme le pitch global m'interpellait beaucoup. Donc je suis contente de pouvoir découvrir ce titre et puis j'ai hâte de pouvoir poursuivre l'écoute. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous aurez fait des belles découvertes à travers cette vidéo. Si jamais certains de ces titres vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Pareil, si vous les avez lus ou non, s'ils sont dans votre wishlist, si vous en avez entendu parler de ces titres, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je serai contente de pouvoir lire et vous répondre. De la même manière que si jamais vous participez au Ice Cream Summer Challenge, je vous souhaite de belles lectures, évidemment ça va de soi, mais bien sûr si vous avez un article vers un blog ou une liste de lecture via Livre Addict ou encore une vidéo sur YouTube qui parle de votre pile à lire, je serai heureuse de pouvoir y jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas non plus, si vous ne participez pas du coup au Ice Cream Summer Challenge, à me donner le nom du défi littéraire que vous faites pendant l'été ou tout simplement les livres que vous comptez lire parce que vous ne participez peut-être pas à un challenge, mais ça ne vous interdit pas pour autant d'avoir une pile à lire pour cet été. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner par exemple si ce n'est pas fait,
à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à venir faire un petit tour du côté de ma chaîne. Il y a d'autres vidéos autour de la littérature, mais pas que, puisque je suis aussi autrice, illustratrice et que je blablate aussi à ce sujet sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour si jamais ça vous intéresse, et si jamais vous avez envie de lire mon travail en tant qu'autrice sur Fixia ou Wattpad, ou si vous voulez me suivre via Instagram ou sur mon blog, tous les liens sont de toute façon référencés dans la barre de description sous la vidéo. Ainsi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures estivales, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!